Saviez-vous qu'un bébé sur 40 qui naît dans le monde est un jumeau et que ce chiffre ne cesse d'augmenter depuis les années 70? Bonjour, je suis Camille, maman de jumeaux et hôte de Coup Double, le podcast qui explore l'univers de la parentalité multiple. Chaque semaine, à travers des récits sincères de parents de jumeaux, des échanges avec des experts ou des conseils concrets inspirés de mon propre vécu de maman, je vous accompagne dans les hauts et les bas de cette aventure unique qui est celle d'être parent de jumeaux. Alors bienvenue dans l'univers exceptionnel et fascinant de la gémellité. Bienvenue sur Coup Double. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Coup Double. Aujourd'hui on se retrouve pour un épisode à deux voix et vous allez voir mon invitée Estelle va nous embarquer dans l'un des parcours de grossesse les plus rarissimes et les plus atypiques qu'on ait pu partager jusqu'ici sur Coup Double. Alors je vous explique. Sa grossesse commence de manière assez classique mais très vite elle va prendre une tournure inattendue. Lors de sa deuxième échographie, Estelle apprend qu'elle attend un bébé en bonne santé, mais que malheureusement elle attendait aussi initialement un deuxième embryon qui a arrêté de se développer. C'est une situation qui est assez courante en début de grossesse, c'est celle où un embryon, qu'on appelle jumeau évanescent, disparaît dans les premières semaines et s'évacue naturellement. Mais à l'échographie suivante, l'échographie de la T1, retournement de situation. Le deuxième fœtus est bien là, il a continué à se développer et son cœur bat. Par contre, il est beaucoup plus petit que son frère ou sa sœur. Alors, face à ces deux embryons de tailles différentes, les médecins envisagent un instant un phénomène extrêmement rare, la superfétation, c'est-à-dire une fécondation qui se produit chez une femme qui est déjà porteuse d'un embryon. En fait, c'est le fait de tomber enceinte quand on est déjà enceinte. Pourtant, cette hypothèse est rapidement écartée par les médecins parce qu'elle est extrêmement rare et impossible à vérifier. Mais les doutes sur la taille du deuxième fœtus ouvrent la porte à une avalanche d'examens pour tenter de comprendre l'origine du retard de croissance. Malgré des semaines d'incertitude, aucune anomalie n'est détectée et le deuxième bébé continue sa croissance à son rythme. Quand elle accouche, Estelle donne naissance à Léon, un petit garçon en parfaite santé, et à Alice, qui elle rencontre quelques difficultés à la naissance. Et Estelle en est persuadée. Contrairement à son frère jumeau, Alice présente les signes d'une légère prématurité, ce qui fait écho au phénomène de superfétation qui avait été évoqué en début de grossesse et auquel elle continue à croire. Je vous laisse écouter Estelle qui nous raconte son parcours plein de rebondissements dans lequel elle a toujours su rester positive et vivre sa grossesse au jour le jour. Je vous souhaite une bonne écoute. Salut Estelle. Bonjour Camille. Comment vas-tu ? Mais très bien, et toi ? Ça va très bien aussi, je te remercie. Et moi, je suis très contente d'être avec toi aujourd'hui parce que ton histoire est vraiment tout sauf commune. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et du coup, je suis contente et j'ai hâte surtout d'en savoir un petit peu plus sur toi. Donc déjà, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter pour que tout le monde sache qui tu es ? Donc je m'appelle Estelle, j'ai 29 ans. Je suis aujourd'hui maman de mes jumeaux, Alice et Léon. J'habite dans le sud de la France, dans le Var. C'est très chouette. Je vais bientôt monter ma petite entreprise. Et voilà, je vis avec mon compagnon Romain aussi, évidemment, qui est là. Mon chien, mon chat, qu'on risque peut-être d'entendre. Voilà. Ça marche, super petite famille. Donc tu disais tes jumeaux Léon et Alice. Oui. Ils sont arrivés de manière pas classique comme on le disait. Non. Avant d'entrer dans les détails de ton histoire, est-ce que tu peux me raconter comment toi tu as vécu l'annonce de ta grossesse gémellaire ? Alors, justement, c'est très spécifique dès le départ. Donc moi, en fait, je suis avec mon compagnon depuis 11 ans. Donc à ce moment-là, ça faisait 10 ans. J'ai toujours dit que je voulais avoir un enfant avant mes 30 ans, au moins un premier. Globalement, j'étais prête. J'ai toujours été un peu prête. Là, ça y est, c'était fixé pour moi. J'attendais que le go de Romain. Et puis un jour, je me souviens, c'était une partie de Donjons et Dragons chez des amis. Et il me dit, ça y est, je suis prêt. Ah, comme ça, d'accord. Oui, d'accord. Ah ouais, en plein milieu de la soirée. Ouais, voilà, c'est ça. Bon, il y avait un petit peu bu, je pense. On avait des amis qui étaient venus avec leurs filles et elles étaient très mignonnes, ces petites. Et je sais pas, ça lui a tilté comme ça, je pense. Il m'a dit, ouais, j'ai envie. Et ok, on se lance. Et on pensait que ça allait prendre un peu de temps. Et finalement, je suis tombée enceinte très, très vite. Donc, au bout d'un mois. Et demi, d'essai, un truc comme ça. Et donc super, on y va. Je préviens une copine sage-femme, on est très proches toutes les deux, une de mes meilleures amies qui me prescrit ma première écho pour vérifier juste si c'était pas une grossesse extra-utérine. Parce qu'elle m'a dit que c'était un petit peu tôt quand même. Parce que tu étais à combien de semaines là pour cette première écho ? C'était début décembre, je devais être à 6 ou 7 semaines, pas plus. Ça marche. Et donc, j'ai appris que j'étais enceinte le début novembre, en fait. J'ai senti que j'étais enceinte, d'ailleurs. Parce que tu avais des nausées, non, des maux ? pas du tout.
J'avais un peu de retard. Et je me suis dit, je fais pas tout de suite le test parce que j'avais déjà fait plusieurs tests avant, même si on n'essayait pas, et j'avais toujours été un petit peu déçue. Et là, je me suis dit, bon, je vais faire le test dimanche, on va pas se précipiter. Mais entre-temps, il y a eu le Beaujolais nouveau, tiens. Et, et je me souviens, je me suis dit, bah tiens, je profite de la soirée parce que peut-être que c'est la dernière fois que je vais boire. Et puis le dimanche, je fais mon test de grossesse le matin. Et là, waouh, c'est positif, mais de suite, quoi. Il n'y a pas de doute. Le test est de suite Ouais, c'est très de net. barre, très net. Il est 6h du mat, et là, je suis oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? En fait, ouais, d'accord, je m'attendais pas du tout à ça. J'ai pas eu le truc, j'aurais aimé, je me disais dans ma tête, j'allais faire un truc spécial pour l'annoncer à Romain, tout ça. Non, j'ai foncé, je l'ai réveillé, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on a fait une bêtise, alors que pas du tout, c'était voulu en plus. Ouais. Et mais qu'est-ce qu'il y a? Je lui montre, il me regarde, mais quoi? Et du coup, je dis, bah, je suis enceinte, et en fait, on était tous les deux stupéfaits, quoi. On pensait pas que ça arriverait si vite, alors que bon, c'était voulu, mais avant, ça faisait 1 an et demi que je prenais plus de contraception. On s'est dit, ça va peut-être prendre du temps parce qu'on n'a jamais eu d'accident ni rien. Et puis, en fait, non, c'était juste que c'était pas encore le moment, et le moment est arrivé. Et donc, j'en viens, voilà, je vois mon amie Géraldine, donc, qui me prescrit cette échographie. Je vais la faire avec Romain, on y va tous les deux. Et l'échographe, super, tout va bien, un petit être est là, il s'est installé, il y a une petite activité, voilà. Parfait. Donc, j'attends un bébé. Ouais. Donc, on m'annonce pas une grossesse gémellaire du tout. Et il nous dit, il faudra revenir dans une dizaine de jours. Et de là, on pourra faire une première datation, une estimation, parce que là, c'est un petit peu trop tôt. Ça marche, parce Donc, qu'en fait, tu as fait l'échographie en amont, parce que voilà. c'est ton ami qui te l'a prescrit en amont. Mais Voilà, du coup, exactement. l'échographe veut te revoir 10 jours après pour bien vérifier que tout est toujours OK. La première, c'était un peu pour du beurre, quoi. C'était vraiment juste histoire de vérifier que c'était en intra-utérin. Et voilà, c'était pas l'officiel. Voilà. Ça marche. Et donc, du coup, tu viens faire cette deuxième échographie. C'est ça. Et cette fois-ci, je vais toute seule. Tu vas toute seule. Et oui, c'est ça. Romain peut pas venir avec moi, donc c'est pas grave, j'y vais toute seule. C'est juste la datation. Bon. Et donc je retourne, je m'entends très bien avec l'échographe, très sympa. Et je suis un petit peu connue du coup dans le service parce qu'ils connaissent. Enfin, ma copine Géraldine, c'est un peu la coqueluche du service, quoi. Tout le monde la connaît, elle est super sympa. Et en fait, il commence l'écho. Ça marche pas très bien parce que j'étais en surpoids. Et du coup, il me demande si ça me dérange pas, on l'a fait en intravaginal. Et il y avait avec lui une autre sage-femme qui se formait en fait à faire les échos. Donc pas de souci, enfin toujours tout le monde vraiment très gentil. Ils me font l'écho, puis je dis bon, ça va, tout va bien. Alors ils me disent oui, tout va bien. On finit les mesures, puis je vais vous expliquer quand même. D'accord, pas de souci. Il me dit bah voilà, vous avez ce qui s'appelle un jumeau évanescent. Ah, il me dit, vous voyez ce que c'est? Tu comprends avec ces termes? Ouais, je comprends parce que, enfin, je me doute de ce que c'est, et je comprends parce qu'en fait, ma maman a eu ça quand elle était enceinte de mon frère. Pour ta grossesse à toi? Ah non, pour la grossesse de ton frère. Pour mon grand frère, elle a eu un jumeau évanescent. Donc, faut savoir, j'ai perdu ma maman quand j'avais 20 ans. Donc, ça fait drôle, mais en même temps, en fait, ça me rapproche d'elle. Donc, du coup, je le prends pas mal du tout. Cette histoire-là, ouais. C'est ça. Ils me disent, oh là là, on est désolé. Et je leur dis, mais non, pas du tout. C'est pas grave. Ils me disent, voilà, un jumeau évanescent. Donc, c'est un deuxième embryon, ouais, qui s'est pas développé. Désolée. Alors, il me dit, si vous voulez, je vous enlève l'image de l'échographie. Je dis, ah non, mais vraiment, il y a pas de souci. Ma mère a eu la même chose. Je comprends tout à fait que ça peut arriver. Je l'ai toujours entendu, j'en ai toujours entendu parler, donc ça me choque pas du tout. Et au contraire, voilà, c'est la vie qui est comme ça, c'est pas grave. Oui, et puis tu avais toujours malgré tout ce premier petit bébé que tu avais déjà vu qui allait très bien, qui restait là, qui allait très bien. Exactement, il était là, il était en pleine forme, donc ça suit son cours, et je sors de là, j'appelle mon compagnon, j'ai dit Terre, regarde, voilà, j'ai eu un jumeau évanescent comme ma maman. Enfin, j'en parle vraiment librement. C'est le tout début, donc on n'annonce pas encore la grossesse à tout le monde. On voulait vraiment attendre un petit peu plus longtemps avant de l'annoncer à nos parents, moi, mon père, et aux parents de mon compagnon.
commence un petit peu à l'annoncer aux copains parce que voilà, je suis une fêtarde à la base. Donc ils allaient bien se douter que ça allait finir par arriver. Voilà. Je leur donne toujours ce petit détail. Je dis voilà, ma maman elle avait ça. Enfin c'est rigolo. Continue notre petit bonhomme de chemin. Arrivent les fêtes de Noël. Et cette année-là, on avait prévu de partir que tous les deux avec Romain. On part tous les deux en Alsace. Et donc on est content parce que c'est notre dernier Noël à tous les deux, donc on est un peu dans notre petite bulle avec notre petit un peu secret, puis on sait que c'est notre dernier moment un peu ensemble, c'est spécial, vraiment c'est spécial. On profite, on prend le temps parce qu'en fait je suis très fatiguée. J'ai eu un petit peu des nausées au début, mais rien vraiment de folichon. Ça m'a pas trop empêché de vivre. C'est vraiment très léger. Et juste, je suis fatiguée par contre. J'ai besoin de faire des siestes tous les après-midi. Le réveillon de Noël, on mange tous les deux, mais à minuit, je suis sur le canapé, je comate un peu. Enfin voilà, puis après on part faire le Nouvel An en Autriche, pareil avec 2 amis, tout en intimité. Et on rentre chez nous et puis pour Noël, on prend des petits cœurs assez traditionnels en Alsace, en peluche avec pour mon père, c'était une petite cigogne, pour mes beaux-parents, c'était un bébé avec marqué j'arrive. Et on leur annonce et ils sont ravis quoi, donc on n'annonce toujours pas une grossesse gémellaire. Parce que dans tous les cas, vous ne saviez toujours pas qu'il y avait grossesse gémellaire. Voilà, exactement. Pareil, mon père, je lui dis, regarde, c'est comme maman, j'ai eu un jumeau évanescent. Ah ouais, c'est rigolo. Enfin, voilà, et on n'est toujours pas au courant qu'on risque d'être parents de jumeaux, en fait. Ça. Alors, à quel moment, justement, est-ce que vous apprenez que finalement, il y a bien un deuxième bébé? Eh ben, du coup, c'est à l'écho T1. On y va. Et alors là, ça a été un moment, donc on y va tous les deux, c'est la T1. On sait que sur les grossesses classiques, c'est pas les échos, c'est une fois par trimestre, donc c'est quand même important. On arrive, on s'installe, pareil, on rigole, on sympathise toujours bien avec l'échographe, qui est génial. Et puis vient le moment, donc il fait l'écho, et puis il parle pas. Il parle pas du tout. Autant il est toujours quelqu'un d'assez concentré, mais là vraiment on voit qu'il c'est rien. Puis bon, et Romain me regarde et je le regarde, je lui dis mais me regarde pas comme ça, je sais pas. Et l'échographe nous dit je finis mes mesures et je vous explique. Et, ok. Je me dis dans ma tête, moi je me dis ça doit être le deuxième. Et on voit un premier battement de cœur, enfin on entend un premier battement de cœur. Et quelques secondes après, un autre battement de cœur. Et j'entends que c'est pas le même. Et là, je me dis, oh punaise, il est resté. Et effectivement, il nous confirme ça, que le deuxième le deuxième embryon qu'il pensait évanescent, mais il n'est pas parti. Normalement, il devait se résorber, et il s'est pas résorbé. Il est toujours là, il a poussé, il a grandi. Il nous dit, c'est comme s'ils avaient 15 jours de différence. Il dit, en 12 ans de carrière, j'ai jamais vu ça. Je sais pas quoi vous dire. Et là, on tombe de 3 mètres de haut, je pense. On réalise pas trop ce qui se passe. Il nous envoie au DPN, au diagnostic prénatal. On voit qu'il est... il sait pas. Et il nous dit, de nous pas... Enfin, ce qui est classique, de pas se faire trop d'espoir, parce que il parle, il pose peut-être la superfétation, mais il nous dit c'est quelque chose de très rare. Ouais. Est-ce qu'il vous explique ce que c'est à ce moment-là, ce terme de superfétation ? Non, il nous explique pas. Mais moi, je sais ce que c'est. Parce qu'en fait, je suis tombée avant la grossesse, il y a longtemps, sur un TikTok, je crois, une vidéo qui parle de cette superfétation. Mais dans ma tête, c'était improbable. C'est un truc, je dis ouais, non, c'est pour la vidéo, quoi. C'est pas possible. Dans ma tête, c'est le truc improbable, ou alors peut-être pas avec une FIV. Et donc non, il nous explique pas, mais je sais ce que c'est. Mais il nous dit franchement là, je sais pas. Et il va falloir faire des examens plus poussés parce que c'est une possibilité. C'est parce que vraiment, on aurait dit 15 jours d'écart de croissance entre les deux. Mais il nous a dit il va falloir faire des examens complémentaires.
je vous dis pas de vous faire des espoirs, je sais pas ce qui va se passer, quoi. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est est-ce que ça va impacter le premier fœtus à ce stade-là, c'est un fœtus, oui, ou pas. Alors il me dit la chance que vous avez, c'est que vous avez 2 poches, donc s'il y a quoi que ce soit, les choses peuvent être faites plus facilement. Donc là, on est sonné en fait. Je crois qu'on est sonné, complètement sonné. On sort de là, Romain doit partir au conservatoire. Moi, je suis toute seule, je rentre dans ma voiture et là, je panique. Ouais. Là, qu'est-ce qui vous complet. fait justement, tu dis, vous êtes sonné, qu'est-ce qui vous justement stresse ou vous fait paniquer? Est-ce que c'est l'annonce de la grossesse gémellaire qui finalement s'est révélée? Est-ce que c'est la peur pour les 2 bébés ou un des 2 bébés? Qu'est-ce qu'il y a C'est plus parce que pour moi, là, on n'est pas au gémellaire. On est encore. Moi, c'est la santé, ouais, des bébés et Ouais. la mienne, en me disant, ok, s'il est pas viable, est-ce que ça va impacter mon premier bébé? Je suis très terre à terre. Enfin, je me fais ni d'espoir ni pas d'espoir. C'est juste, je veux que les choses se passent bien pour ce qui est là pour l'instant. Je panique pour ce premier bébé qui est là et qui va très bien. Et pour moi, en me disant, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis s'il est pas viable, comment on va faire? Comment ça va? Enfin, c'est tout ça qui m'inquiète. C'est pas le côté gémellaire, pas du tout, parce que pour moi, je sais pas si je vais avoir 1 ou 2 enfants. J'en suis pas là, pas du tout. Et du coup, je vais chez la meilleure amie de ma mère. C'est le premier réflexe que j'ai, c'est d'appeler la meilleure amie de ma maman. Et je décharge tout. J'ai peur, je sais pas. Comment on fait? Et elle m'a dit, tu vas aller à Marseille, tu vas aller au diagnostic prénatal et tu vas voir ce qui va se passer. Voilà, elle me dit, là, tu peux que attendre. Et c'était vrai. Je pouvais que attendre. Du coup, quelles sont les étapes qui ont suivi donc ce fameux diagnostic prénatal? C'est ça, donc le service de diagnostic prénatal, donc c'est un service qui a l'habitude de voir des cas de grossesse très particuliers. Donc j'arrive, d'abord c'était une échographie pour voir comment étaient les 2 fœtus. Donc on est 15 jours après cette annonce. Donc l'échographie, c'est le docteur Castel, qui est le gynéco, qui nous dit, pour moi, tout va bien. Les 2 vont bien, la croissance est homogène, il n'y a pas d'organes, de membres plus gros l'un que l'autre. Il n'y a rien de particulier, c'est juste un bébé qui est plus petit. Il pense à un retard de croissance sur un des 2 bébés? Considéré d'office comme un retard de croissance intra-utérin, RCIU. Okay. Voilà. La superfétation, on n'en parle pas. Ils nous en parlent pas non plus. Donc c'est mis de côté. Et en fait, là-bas, ça va être mis de côté pendant toute la grossesse. C'est pas vérifiable en fait. On peut pas quantifier, on peut pas dater un liquide amniotique, la poche, on peut pas la dater. Donc ils sont considérés comme des jumeaux classiques avec juste un retard de croissance. Pour le A, c'était A2, B1 et A2. Et donc voilà. Tu connaissais les sexes parce que tu dis elle était. Ouais. Tu connaissais les sexes ouais. En fait, à la T1, on savait qu'on allait avoir un petit garçon. Voilà. Et on connaissait pas encore le deuxième sexe. Elle était trop petite. Mais on savait qu'on allait avoir un garçon. Nous, on avait toujours rêvé d'avoir une fille et un garçon. Enfin, toujours rêvé. C'était dans nos projets, c'était comme ça. On n'avait qu'un prénom pour chaque, de toute manière. Et bien avant même que je sois enceinte. Donc voilà, et on savait qu'on allait avoir notre petit garçon, mais on savait pas le deuxième ce que c'était en fait. Ça a été un point d'interrogation pendant un bon petit moment. Donc je fais cette échographie et ensuite on nous fait rencontrer un généticien qui nous demande du coup, est-ce que vous avez des jumeaux dans votre famille? Non, pas du tout. Qui nous demande toutes les antécédents de nos parents, oncles et tantes. Tu lui parles quand même du fait justement que ta maman avait eu un jumeau évanescent, à la grossesse de ton frère? Il me semble que j'en parle, ouais, mais ça les perturbe pas parce qu'en fait c'est très commun les jumeaux évanescents, surtout quand on fait des échographies tôt. Apparemment, on s'aperçoit que ça arrive assez souvent. Et c'est juste que ça tient pas, quoi. Ça les perturbe pas plus que ça. Il y a vraiment... on nous dit rien de plus. Et donc, il va falloir faire une amniosynthèse dans 3 semaines. Donc, en sortant de là, on s'aperçoit que, en fait, 15 jours après, donc c'est Alice qui était plus petite, que à ce moment-là, elle avait les mêmes résultats que ceux de Léon 15 jours avant. Donc, on voit
c'est 15 jours d'écart. Et puis moi, entre-temps, j'ai regardé aussi, parce que je notais tout concernant mon cycle, etc., parce que j'avais plus de contraception depuis un moment. Et j'avais vu pour la conception, oui, 15 jours après, ça marchait aussi. Nous, de notre côté, on garde notre idée, en fait. Et on en parle un peu au personnel médical autour de nous, mais personne n'a envie de le prendre vraiment en considération. Ouais. Qu'est-ce qu'ils recherchent dans la myosynthèse ? Un éventuel problème dans la poche d'Alice ? Ouais. C'est ça ? Alors, ouais, un éventuel problème, tout ce qui est maladie génétique, en fait. Et ils en profitent, en fait, pour faire la poche de Léon aussi. Comme ça, au moins, on est sûr. Et il leur faut aussi donc la myosynthèse pour eux. Et nous, on doit faire, Romain et moi, une prise de sang. Parce qu'il est possible, en fait, que nous ayons un gène qui soit différent du commun des mortels, enfin comme tout le monde, en fait, ça peut arriver à tout le monde, et qu'on les transmet à nos enfants, et que du coup, ils aient rien, en fait, que ce soit pas forcément impactant pour eux. Mais voilà, donc tout le monde doit être testé, quoi. Comment est-ce que vous vous sentez tous les deux, justement, face à tous ces examens, tous ces rebondissements sur ce début milieu de grossesse ? Alors, c'est marrant parce qu'en fait, on arrive à rester zen. C'est incroyable. Quand j'y repense, avec du recul, on n'est pas des grands stressés. C'est vrai qu'on a toujours été plutôt tranquille, mais c'est un truc de fou parce qu'on était dans une situation quand même. Voilà, j'ai ma copine qui me disait, mais tu sais pas si tu vas avoir 1 ou 2 enfants, Estelle. J'ai dit, ouais, bon, on va voir. Et donc, on était très au jour le jour. Ça nous a permis de vivre cette grossesse vraiment au jour le jour. On s'est pas projeté du coup de suite. Donc, en fait, on a profité. Et chaque jour, chaque examen, on laissait les choses venir. Voilà, j'ai eu 1 ou 2 moments où ça a été... le premier, ça a été quand on nous a annoncé que le jumeau évanescent tenait. Là, ça a été le moment de panique. Et après, ça a été plus tard. Et donc, face à la myosynthèse, oui, j'étais un peu stressée, plus par la douleur. J'étais stressée pour Romain, qui a une phobie des aiguilles. Donc du coup, j'étais plus stressée pour lui que pour moi. Et donc on y est allé, on a fait cette amyosynthèse, donc c'était rigolo. C'est quand même un examen. Et puis j'ai relativisé aussi parce que on attendait pour la myosynthèse. Et puis j'ai une dame qui discute avec sa belle-fille qui était enceinte à côté de moi. Et elle lui dit mais ça va, tu sais ce que c'est l'examen et je lui dis ah bah moi aussi j'ai un peu peur, c'est vrai que c'est assez impressionnant et on doit me faire une amyosynthèse. Et elle me dit mais moi je ne fais pas une amyosynthèse parce que je n'ai pas de liquide amniotique. Et là j'ai fait waouh, ok, donc mon cas est particulier, mais il n'y a pas que moi qui vis des choses particulières en fait. Ouais, ça permet de relativiser voilà, par rapport à ce que tu vis. C'est ça exactement, parce que pour le moment ça va quoi. Ça va. Donc, en fait, on décide de pas se projeter et d'attendre et de voir ce qui va se passer. Donc, on fait cette amio. Ça se passe bien. J'avais peur que ce soit douloureux. Finalement, non. C'est plus gênant que douloureux. Pendant ce temps, on les voit tous les deux. Pendant l'amio, il y a une échographie, donc on peut les voir. On voit qu'ils bougent, qu'il y a de l'activité, ils ont l'air d'aller bien. Donc, c'est marrant. Après, derrière, on a dû faire notre prise de sang chacun. Alors, pour Romain, on lui a fait tout un... Il va me détester. Avec l'infirmière, on lui disait, elle lui parlait. Alors, vous avez prévu des voyages, machin. Enfin, on discutait, tatati, tatata. Hop, elle lui fait vite la prise de sang. Il s'aperçoit de rien. et moi, elle me fait ma prise de sang directement. Et puis voilà, c'est réglé. On aurait dit que c'était lui qui passait les examens, le pauvre. Mais... voilà, c'était stressant un petit peu. Et là, on nous dit, les résultats, ce sera dans 3 semaines. Et au bout d'1 semaine, vous aurez les premiers résultats pour la trisomie. Voilà. Donc, effectivement, au bout d'1 semaine, on m'appelle. Et là, on m'annonce. En fait, on me dit, on n'a rien trouvé. Tout va bien. Donc, je suis toute seule et à la maison. Et ils me disent, est-ce que vous voulez savoir les sexes ? Et c'est vrai que jusqu'ici, on s'était dit, non, on va attendre, savoir si tout va bien ou pas. Puis, j'ai pas pu. Et donc, je dis écoutez, je sais que le B c'est un garçon. Il me dit oui, effectivement. Je dis dites-moi. Et là A, je crois, il me dit quelque chose comme ça. Il me dit mince, je me suis vendue. Bon voilà, c'est une fille. Ah mon Dieu. Alors et là d'un coup je projette. Voilà, c'est ma fille. C'est vrai que voilà, j'avais vraiment, peu importe. En fait, j'aurais été heureuse quoi qu'il en soit, mais j'avais envie d'avoir une fille. Et là, waouh, énorme. Choix du roi, garçon-fille, incroyable. J'appelle Romain, je pleure de joie, je suis trop contente. Et maintenant, maintenant, on se calme et on attend les 3 semaines. Ouais. Là, t'as peur justement de te projeter maintenant que tu sais que voilà, t'attends une fille, un garçon. Est-ce que t'as... Non, toujours pas. Je me projette pas. Je suis contente.
mais je me projette pas. On reste toujours au jour le jour. Et là où ça a été chaud, ça a été quand on était à 3 semaines, tout pile, et j'ai rien. On m'appelle pas. Et là, je panique, complet. Je m'effondre, je pleure. Romain est avec moi. Je lui dis, je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Pourquoi il nous appelle pas? Vraiment, je m'effondre, mais complètement. J'aurais pu avant, mais là, c'est vraiment, je comprends pas. Pourquoi on nous appelle pas? On nous dit rien. Il me dit, écoute, on appelle le service, tant pis. On appelle le service. C'était tellement le bazar dans ma tête que je me souviens plus trop ce qu'on m'a répondu, mais en gros, il pouvait pas me donner une réponse tout de suite. Et il comprenait bien qu'il me fallait une réponse rapidement, mais là, tout de suite, il pouvait pas. Et je crois que c'est le lendemain qu'ils nous ont rappelé, qu'ils nous ont dit, tout va bien, y a rien, on trouve rien, donc tout va bien. Et là, on a lâché la bride. Là, on a dit, c'est bon, on lâche, on se projette. Là, on est en mars. Donc, je suis à décembre, janvier, février, mars. Je suis à 4 mois et demi de grossesse. Et là, ça y est, on peut aller faire la liste. Et là, enfin, vous vous autorisez à vous projeter avec ces 2 bébés. Ça y est. Là, on se projette avec nos 2 bébés. Et là, Romain panique. Romain panique parce que on va avoir des jumeaux. Et on vit dans un appartement avec que 2 chambres. On a une voiture, qui était, on avait un SUV. Et moi, en fait, pas du tout. Moi, comme si de rien n'était. Mais lui, complètement. Alors, je lui dis, écoute, c'est normal de paniquer pour ça. Je pense c'est parce que tu es un bon père et que tu t'inquiètes pour le confort de tes enfants. Mais il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et de là, moi, j'idéalise aussi. J'avais idéalisé un peu l'accouchement. J'ai pas idéalisé, mais je m'étais imaginé, voilà, j'avais envie de quelque chose de naturel, sans forcément de péridurale. J'avais envie d'essayer d'allaiter. Et puis là, on commence à t'expliquer ce que c'est un accouchement de jumeaux, que tu vas pas pouvoir forcément avoir ce que tu veux. Je déchante pas. Je reste toujours contente. Je me dis, on prendra ce qu'il y a à prendre. Et voilà. Donc on tombe pas de haut. En fait, tout s'est fait au fur et à mesure. C'est vraiment une grossesse qui s'est fait. Tout ce qui est annonce, santé, c'était tout tellement au jour le jour qu'il n'y a pas eu de grande surprise. Ouais. Donc nos amis, la famille, tout le monde nous a suivis en fait. On n'a rien caché. Il y a que les gens qu'on connaissait pas, qui on ne disait pas tout. Ouais, vous avez mis en fait les 4 mois et demi d'examen, etc. pour vous habituer petit à petit et vous faire à la nouvelle. Sans vous projeter réellement puisque vous ne saviez pas l'issue, mais au moins vous avez émis cette éventualité. Exactement, c'est ça. C'était une éventualité qui, au fur et à mesure, elle se confirmait. Donc c'était chouette. Moi, j'étais très contente et j'ai d'autant plus profité parce que, alors oui, on nous dit tout le temps ne jamais dire jamais, mais moi, j'ai toujours voulu 2 enfants, pas plus. Donc je me suis dit, ce sera ta seule grossesse finalement, donc profite. Et j'ai eu une grossesse mais idyllique, qui était idyllique. J'ai eu un peu la fatigue au début, mais j'ai plus de gros symptômes de grossesse. Je dormais très bien. La chance que j'ai eue, c'est que je travaillais plus depuis la fin de l'année 2023. J'ai pas eu besoin de courir à droite à gauche. C'est mes premiers enfants, donc j'ai pas besoin de m'occuper de quelqu'un d'autre que de moi-même. Donc c'était extra, quoi. Et on avait juste ces contraintes où on était jonchés de rendez-vous. Mais j'avais le temps, donc ça allait. Commence les rendez-vous à Marseille qui commencent à être de plus en plus. On était à 1 par mois. Et je change de gynécologue parce que dans le service, ils ont plusieurs gynécos. Et pour donc le rendez-vous, on arrive, c'est le rendez-vous du 2e trimestre parmi les autres. Celui-là, je sais que c'était le 2e trimestre, que j'ai une copine qui était enceinte, on avait un petit mois d'écart, et qui m'a dit « Oh là là, c'est la T2, c'est génial, vous allez avoir l'écho morpho et tout, c'est trop bien !» Oui, non, pas du tout. On est arrivé là-bas, on était tout contents, la T2, ça y est, nos 2 bébés, voilà. Et en fait, on est tombé sur une gynéco qui elle, était assez alarmiste. Et avant même de faire l'échographie, qui nous dit « Oh là là, il faut absolument que vous rencontriez les pédiatres, il va falloir faire des monitos. » Elle nous fait l'échographie vite fait, puis elle voit qu'ils vont bien, qu'il n'y a rien de particulier. Et elle me dit « Bon, vous voulez rencontrer les pédiatres ? Est-ce que c'est nécessaire ? Ah non, en fait, ça peut attendre la prochaine fois. » Et en fait, elle nous a martelé d'informations. La césarienne, de toute façon, vous n'irez pas jusqu'au bout. Enfin, vraiment... très pessimiste, très négative. Très négative, inquiétante. On est sortis de là. On était, mais alors,
à 6 pieds sous terre, quoi. On savait plus, on parlait plus dans la voiture et j'étais dégoûtée. J'ai dit mais non, c'est notre deuxième trimestre, c'était le rendez-vous où on devait peut-être avoir une morpho. Bon, autant dire que la morpho, elle est passée complètement à l'as, hein, c'était même pas la question. Et voilà, et en fait, elle nous explique, il y a juste tout ce que j'ai retenu, c'est que les jumeaux vont atteindre le seuil de viabilité, qui a 20, je me souviens plus les dates, et que en 25, fait, je dirais, non 25, c'est ça, 25, ouais. Qu'avant, donc ils les raniment pas s'ils sortent, et que de toute façon, ce sera une césarienne, et qu'il va falloir faire des monitos 2 fois par semaine. Ok. Là, comment tu te sens, toi? Parce que déjà, tu disais que en tombant enceinte, tu te projetais quand même plutôt sur un accouchement voix basse, plutôt naturel. Ouais, voilà. Avec tout ce qu'elle t'annonce, comment tu te sens? Tout ce qu'elle m'annonce, je me sens à la fois remontée, parce que je comprends pas. Je comprends pas. Je me suis un peu renseignée quand même sur je suis des cours de prépa à l'accouchement. J'ai fait le deuil de l'idée. En fait, je voulais accoucher à Brignoles, à l'hôpital de Brignoles, et c'est un niveau 1. Et du coup, on m'a dit non, ça va être un peu trop compliqué. Mais je faisais quand même mes cours de prépa là-bas. C'était à côté de chez moi. Donc, je suivais. On m'a expliqué toutes les possibilités, la grande manœuvre d'extraction, tout ça. Donc tout doucement, on m'a mis un peu au courant de, la péridurale, elle va être nécessaire. Voilà. Je reste dans l'idée que je peux quand même tenter l'accouchement par voie basse, c'est possible. Je me dis, heureusement que je me suis renseignée, parce que tout ce qu'elle me dit là, j'ai pas l'impression que... Enfin, c'est pas que c'est pas vrai, parce qu'évidemment, sur des cas compliqués, il aurait fallu. Mais moi, je me disais, mais ça va, quoi. Ouais, c'est qu'elle te laisse aucune porte ouverte, quoi, aucune option. Voilà, elle reste dans sa ligne à elle. Exactement, aucune option, aucune porte ouverte. Il va falloir passer donc l'échographie, c'était tous les mois, c'était une échographie tous les 15 jours et 2 monitos par semaine. Ça va qu'on ait toujours, ce que je disais à Romain, on a eu de la chance, on n'était pas des grands stressés, quoi. Parce que il aurait fallu avoir les nerfs, il fallait avoir les nerfs solides. Et voilà, sans ce que je disais, quand on est sorti de là, j'ai dit à Romain, mais elle nous a même pas dit si nos bébés allaient bien. Et ça, c'est dur, quoi. Elle nous a pas dit, bon, ils vont bien, mais il va falloir faire ci, ça, ci, ça. Non, il va falloir. C'est comme ça, là. Et waouh! D'un coup, donc voilà. Donc mais on est quand même resté positif. On était remonté, mais positif. Et voilà, je me suis jamais fixée. J'avais idéalisé, donc comme je t'ai dit au début, mais je me suis jamais fixée de je ferai comme ça, je ferai comme ça et je ferai comme ça. J'ai toujours laissé la porte ouverte à laisser venir, voir ce qui allait se passer et aviser à ce moment-là, quoi. Ouais, malgré tout, t'étais pas fermée à quelle que soit l'option, en fait, et tu prenais les choses au jour le jour, comme tu disais depuis le début de ta grossesse. Exactement. Dans tous les cas, tu prenais les choses comme elles venaient. Voilà, c'est ça. J'avais compris qu'avec une grossesse gémellaire, on n'allait pas pouvoir faire ce qu'on voulait et c'était normal. Mais je savais qu'il y avait des options et des solutions et que c'était pas à l'ancienne. Ok, c'est des jumeaux, c'est une césarienne et c'est terminé, quoi. Mais on a mis un peu de jours à se remettre dans le mood et puis ça allait. Donc j'ai attaqué mes monitos 2 fois par semaine. Je suis tombée sur une super sage-femme libérale, absolument géniale, Eva, qui m'a suivie jusqu'au bout, hein, et qui venait. On discutait. Elle pratiquait aussi de la médecine traditionnelle chinoise. Et donc on passe le seuil de viabilité. Ça suit son cours. On m'explique aussi qu'il va y avoir du monde le jour où j'accouche. Je rencontre l'anesthésiste parce que mon accouchement doit se faire à l'hôpital Nord de Marseille, qui est donc de niveau 3. S'ajoute moi un diabète gestationnel, donc je passe, quand je vais là-bas, j'y vais pas pour rien quand même, hein. Une fois j'y vais que pour une écho, une fois j'y vais, j'ai 3 ou 4 rendez-vous à la suite. Et donc, on rencontre l'anesthésiste qui nous explique la césarienne, parce qu'on commence à penser à une césarienne parce que Léon, donc, qui était engagé en premier, était en transverse. On me propose d'essayer le moxa en médecine traditionnelle chinoise, c'est-à-dire que d'approcher donc je faisais ça avec ma sage-femme, un petit bout de charbon, c'est un point à l'orteil, donc qu'elle m'approchait, qu'elle chauffait, pour stimuler ce point. Donc c'est pas vraiment, c'est aussi un point d'acupression et ça peut aider à ce que le bébé se tourne.
Je garde le suspense. Bref, et donc on rencontre donc cet anesthésiste qui nous explique qu'à Marseille, il n'y a pas de souci, même pendant la césarienne, le papa peut venir. Et voilà, donc ça se précise tout doucement, on s'approche. Moi, je vis toujours ma grossesse toujours assez au jour le jour, tout se prépare, la chambre. J'ai un petit coup de panique parce que quand je vois la taille de mon appartement, je me dis, ouah, je vais avoir 2 bébés ici, c'est pas grand. Je panique un peu. Puis Romain, il est toujours là pour me rassurer. Mais non, il y a des familles qui ont moins que nous et qui s'en sortent tout aussi bien. T'inquiète pas. Dès qu'il y en a un qui commence un peu à flancher, l'autre est là pour soutenir. Ouais, finalement, les peurs s'inversent parce que tu disais que c'était un peu sa peur lui au début en apprenant justement la gémellité. Ouais. Et moi, en fait, c'est quand on déménage. En fait, c'est quand les choses sont plus concrètes finalement. C'est quand on déménage le bureau, qui maintenant est la chambre des enfants, où du coup, on a un bureau entier à faire rentrer dans notre appartement parce que on crée une nouvelle pièce, quoi. Et là, je vois la taille de l'appart et je panique. Et puis non, ça va, tout va bien. Voilà, on est à J-, 3-4 de l'accouchement. J'ai des copines, j'ai ma meilleure amie et ses sœurs qui organisent une soirée tous les ans et j'y suis, je danse, je profite. Ouais. Donc tu disais, tu es à J-3-4 de l'accouchement, donc ça veut dire au final césarienne programmée. Non, là je parle du vrai accouchement. Donc Marseille me dit voilà, on vous programme. Alors ils savaient pas à combien parce que je sais que normalement c'est un petit peu plus tôt les césariennes pour les grossesses gémellaires. Moi, on me propose de me programmer la césarienne à 38 plus 5. Ok. Ouais. Et ce qui était pas mal pour laisser le temps encore à Alice de grandir un petit peu. Justement, là, qu'est-ce qu'ils te disent sur le peut-être potentiel retard de croissance d'Alice ? Rien. Non. Rien. L'écart se creuse un peu parce que c'est une petite fille, mais donc elle est moins grosse que son frère. Mais non, ça les perturbe pas parce qu'en fait, elle suit toujours sa courbe de croissance. Au début, vraiment, on voyait que à telle date, Léon avait un résultat, 15 jours après, Alice avait le même. Puis après, ça s'est creusé en fait. Mais elle continuait de grandir. Tout le long, elle a continué. Il n'y a jamais eu de soucis. Sur les échos très vives, je les sentais tous les deux. Les monitos, ils étaient nickel. Donc en fait, on n'en pas plus que ça. On reste sur la césarienne parce que Léon est en transverse. On essaie le Moxa et puis on verra ce qui se passe. Donc j'ai accouché. Donc on était j'ai accouché à 37 plus 5. J'ai accouché une semaine avant ce qui était programmé. Donc c'est pas mal, j'ai réussi à bien les tenir. Ouais. En étant active jusqu'au bout, comme tu disais. En étant à peu près, active. Sur le dance floor 3 jours avant. Sur le dance floor, exactement, je m'en souviens encore. Bon, il y a un moment dans la soirée où je me suis calmée, je me suis allongée parce que je sentais que les deux, ils avaient peut-être marre de se faire remuer. Mais je sortais, on vivait, quoi, globalement. Franchement, cette grossesse, elle était incroyable. C'était génial. Et arrive donc on est le 10 juillet, c'est ça. J'ai donc ma sage-femme Eva qui vient me faire mon monito du jour, parce que là, à la fin, on devait passer à 3 monitos par semaine. On n'a pas eu le temps. Et je lui ouvre la porte et elle me dit « Ouf, toi, ça va pas tarder, tu as ta tête qui a changé. » Je dis « Ah bon, tu trouves ?» Je suis un peu fatiguée, mais ça va. Enfin, je me sentais fatiguée, c'était la fin. Je savais que c'était le bout, hein, donc... Elle me dit « Oui. » Elle me dit « Ça va pas tarder, je pense. » Bon, d'accord. Et en fait, je suis pleine de contractions. Mais je les sens pas. Et donc je me dis oh. Elle me dit bon, essaie de sentir un peu là, tu vois ça monte, essaie de sentir si tu sens quelque chose. Effectivement, je sentais mon ventre qui se serrait un peu, mais voilà, je me sentais fatiguée, je sentais mon ventre qui me serrait, j'avais pas des grosses contractions quoi, c'était pas énorme. Bon, elle me dit écoute, si ça ne passe pas, tu vas à l'hôpital Nord et tu vois ce qui se passe. Ok, donc ça passe pas. Vers 15-16 heures, je dis à Romain écoute, on va y aller, on va voir. Je pense pas que ce soit le moment, mais si jamais, on verra. Enfin, je sais pas. Donc on va, on nous fait 1 heure de monito. Effectivement, j'ai des contractions. Mon col à 1, mais pas en travail, quoi. Donc on me dit qu'est-ce que vous voulez faire, si vous voulez, vous pouvez rentrer chez vous. Et moi, pendant mes cours de prépa, on m'a beaucoup parlé aussi du fait que quand on est à la maison, le travail, c'est plus simple. Enfin, c'est plus simple. On est dans son cocon et on est moins stressé. Donc, normalement, si les choses doivent s'engager,
elle s'engage, quoi. Mais voilà, donc dans ma tête, non, tant pis, on fait la route, on rentre à la maison et puis c'est bon pour moi. Donc il nous libère, sans souci. On se voit la semaine prochaine. Entre-temps, oui, c'est ça. Pendant qu'on était dans la salle d'attente, en fait, le docteur Castel qui me suivait au début m'appelle en me disant, écoutez, en fait, j'ai regardé votre dossier. Vous pouvez peut-être accoucher par voie basse. Ah bon? Ok. Ah bon? Oui, il faut que vous fassiez une radio des hanches pour voir si c'est possible, si le passage est OK. Et même s'il est en transverse, en fait, vous pouvez peut-être accoucher par voie basse. Et donc, je lui dis, OK, pas de souci, mais en fait, là, je suis chez vous, j'attends pour faire un monito. Et peut-être je vais accoucher, peut-être pas, je sais pas. Il me dit, bon, bah OK, on verra bien. Bon, très bien. Donc, on fait ce monito. Je suis pas en travail. On rentre à la maison. Je suis fatiguée, c'est le soir. Je dis à Romain, écoute, je vais m'allonger, je vais essayer de dormir un peu. Il dit, oui, je vais faire à manger, t'inquiète pas. Je prends un Doliprane, je m'endors. Et Romain me dit, bon, bah, à table. Il avait fait un poulet, ça sentait bon. Et, et en fait, ouais, parce que je suis dégoûtée, j'aurais jamais pu le goûter. J'ai pas pu le goûter. J'ai pas pu le goûter. Et il me dit, donc à table, donc je m'assois, j'étais sur mon canapé, je m'assois et là, je sens, il y a un truc qui coule. C'est pas normal. Donc je me lève parce que je veux pas pourrir mon canapé. Et là, ploche, comme vraiment, mais on m'avait dit c'est comme dans les films, c'est comme dans les films. Parce que j'ai pas encore regardé, j'entends ce bruit, je sens toute cette eau qui se déverse. Et là, on se regarde et je regarde par terre et là, rouge, du sang. Mais du sang. On m'avait dit que ça pouvait être un peu coloré rose, etc. Si jamais, mais là non, c'était rouge, c'était du sang, quoi. Et là, on se regarde, je vois Romain qui une panique complète. Je lui dis, tu vas chercher la valise. On venait de finir la valise. J'ai vraiment pris tout mon temps pour faire cette fichue valise. Tu vas chercher la valise. J'appelle. Je voulais appeler ma copine Géraldine qui est sage-femme et elle était de garde le jour, donc elle a éteint son téléphone la nuit pour être tranquille et dormir, la pauvre. Donc j'appelle ma sage-femme qui heureusement me répond. Je lui dis voilà, je viens de me lever, je perds du sang, c'est rouge. Je fais quoi? Elle me dit tu appelles les pompiers tout de suite. Ok, je raccroche. J'appelle moi les pompiers parce que Romain, je sens que c'est pas faisable, c'est pas possible. Ouais. Il est partout en train de courir dans l'appartement. J'appelle les pompiers, je reste calme, mais d'un calme. Je m'impressionne moi-même vraiment. Je reste très calme. J'explique. Ok, on vous envoie quelqu'un. L'ambulance, je pense, elle a dû arriver en 3-4 minutes. On a une caserne dans le village, donc c'est super. Entre-temps, j'ai appelé mon père qui habite en face de chez moi et je lui explique parce que je sais on a eu voilà une histoire médicale un peu compliquée avec ma maman et donc je veux pas qu'il s'inquiète pour moi. Donc je l'appelle, je lui dis voilà, les pompiers vont arriver, ils vont venir me chercher, je vais bien, je pense que les enfants vont bien, on va voir, ne panique pas. Donc les pompiers arrivent, ok, faut y aller quoi, et on part. Et en fait on part, ils savent pas où ils doivent aller les pompiers parce que je crois que c'est le dispatch, je sais plus, qui répond pas tout de suite. Et ils prennent la décision de m'emmener finalement à Brignoles. C'était là où je voulais accoucher à la base. D'accord. Et bon, ben on y va. Ils me font un monito, une écho, et là, surprise, les deux bébés ont la tête en bas. Et donc le gynéco au début me dit bah alors qu'est-ce que vous voulez faire? Bah franchement, si je peux, moi j'accouche par voie basse. Ah ok. Et puis en fait on s'aperçoit que Alice fait de la tachycardie et il me dit écoutez on va pas prendre de risque en fait, on va faire une césarienne. Et là la première chose qui me vient c'est d'accord mais est-ce que Romain peut venir avec moi? Non, Romain il peut pas venir. Ah non, on est désolé, on est en train de travailler à ce que les pères puissent venir, mais là je suis désolée c'est pas possible. Il pouvait pas venir parce que c'était à Brignoles et que dans Parce la que c'était à maternité, Brignoles. Pour le moment, dans la maternité, ils sont en train de travailler à ça, mais pour le moment, les mamans n'ont pas le droit à leur accompagnant. Et je pense aussi peut-être le fait que ce soit un code orange, parce qu'ils m'ont dit on part en code orange. Je vois Romain pleurer, il pleure jamais. Et donc là, c'est moi qui me mets en pilier et qui dit ok, ça va le faire, tu m'attends et j'arrive quoi. Et donc j'y vais. Moi, la première chose que je leur dis, c'est que je veux que vous le teniez au courant. Donc la césarienne attaque, j'ai un infirmier anesthésiste qui est super sympa, qui reste avec moi. Ça se passe très bien. Juste j'ai des tremblements à cause de l'anesthésiant, mais ça va.
j'entends le premier bébé, j'entends des pleurs. Donc là, je fais ça y est, votre petit garçon est né. Oui, 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 j'ai entendu. Et donc il me félicite. Et puis 1 minute après, hein, ça y est, votre petite fille est née. Félicitations. Ah merci, merci. Puis j'ai un temps de voilà, et où je me dis mais et je leur dis mais elle est encore là parce qu'en fait je l'ai pas entendue. Et ils disent non non, elle a eu un petit souci au démarrage, mais les filles l'ont emmenée, voilà. Et en fait elles sont revenues pendant que à la fin de l'opération, elles sont revenues me dire voilà, elles ont dû réanimer Alice, mais que c'était une procédure classique et que ça s'était très bien passé, qu'elle va très bien. Et la grande chance que j'ai, comme on est un peu les VIP, et puis avec nous ce soir-là à la mater, en fait quand ils viennent me présenter les bébés, et ben Romain il a le droit de venir. Donc là, c'était trop chouette. On est tous les donc là, quatre. t'étais en salle de réveil. Non, je suis pas en salle de réveil. Non. Je suis en bloc et on est en train de me recoudre. Ouais, okay. ouais. Et en fait, ils sont venus me présenter les bébés pendant qu'on était en train de me recoudre. On a eu vraiment le VIP, quoi. On y a eu droit. Et ils rentrent donc avec la pédiatre, les sages-femmes, et je vois Romain débarquer. Et c'est magnifique, quoi. On est très entouré parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais moi, je suis dans ma petite bulle, je vois mes enfants. Je suis étonnée parce que dans ma tête, un nouveau-né, c'est pas beau. Et là, je les vois, je dis, ouais, mais ils sont trop beaux, c'est trop bien. Je dis, ah ouais, mais comme il y a eu la césarienne, enfin, j'étais... Mais pareil, l'accouchement, en fait, en soi, c'est super, c'est très bien passé. Ah waouh, c'est génial, mais ils sont trop beaux, en fait. Je m'y attendais pas. Voilà, je suis contente. On est bien, ma petite famille, ça y est, on est là. Ouais, c'est trop chouette. Et j'ai de la chance parce que du coup, les sages-femmes nous prennent des photos de la rencontre, des petites vidéos, donc c'est trop beau, quoi. Et ils ramènent tout ce petit monde, ils s'en vont tous. Moi, on finit de me recoudre, enfin c'est fini, et on me transfère en salle de réveil. Et donc du coup, je le sais, je suis toute seule en salle de réveil, donc je sais que Romain est avec les enfants. On s'est renseigné, on a vu pas mal de choses, donc je pense qu'il fait du pot à pot avec eux. Il sait que je veux allaiter, j'ai toujours dit que je voulais essayer, donc il les prévient. Je pense j'ai entièrement confiance en lui et en ce qui va se passer. Je m'inquiète pas du tout, en fait, je suis tranquille. Je me dis bon allez, il faut que tu te reposes, tu as 2 heures à te reposer, le temps avant de rencontrer vraiment tes bébés et de les prendre. Donc repose-toi. En fait, je suis surexcitée. Je me réveille tranquillement. Je blague avec l'infirmier anesthésiste de tout, de rien. J'essaie de me reposer à moitié, mais en fait, je suis bien. Je suis là. Je suis contente. Et je regarde l'horloge en me disant ça y est, ça va bientôt être l'heure. Ça y est. Et il me restait plus qu'une demi-heure. Et les sages-femmes viennent me voir et elles me disent bon, voilà, Alice, elle a fait une décompensation respiratoire. Elle va bien, mais elle est appareillée. Et en fait, à l'hôpital de Brignoles, il n'y a pas de néonate et elle a besoin d'être surveillée. Donc, il faut qu'on vous transfère. Et là, je tombe de très très haut. Il faut qu'on la transfère. On ne sait pas encore où. On sait pas. Je lui dis, mais transférez-nous à l'hôpital Nord. On est suivi là-bas. Ah non, ça marche pas comme ça. L'hôpital Nord, c'est niveau 3. Vous, il vous faut qu'un niveau 2. Ah bon? Oui, c'est juste de la surveillance. Même si tu étais inscrite dans la maternité initialement Ouais, non. C'était, il me fallait qu'un niveau 2. Donc du coup, voilà. Donc ils m'ont dit, c'est où Sainte-Musse ou Saint-Joseph? Sainte-Musse, c'est à Toulon. Saint-Joseph, c'est à Marseille aussi. Okay. Et on attend des réponses pour savoir qui a de la place. Bon, et ils viennent me voir. Bon, finalement, ce sera Saint-Joseph. Ben, c'est comme ça. Je suis dégoûtée. Vraiment, je suis dégoûtée. Du coup, ils attendent pas trop avant de me ramener voir ma fille et mon fils, quoi, parce que ils savent que ils ont appelé le SAMU. Ils attendent que le SAMU réponde pour venir la récupérer, la transférer. Je peux pas la prendre, je peux prendre que Léon, donc je prends Léon, je le mets en pot à pot. Ouais. Il m'explique qu'ils ont dû lui donner un biberon, qu'ils n'ont pas eu le choix, qu'ils sont désolés, mais que de toute façon il m'accompagnerait pour l'allaiter, il n'y avait pas de souci. Et j'ai dit non, mais je sais, je comprends, il n'y a pas de souci pour moi. Bon, c'est comme ça, et je sais que c'est quand même possible de l'allaiter, même si ils lui ont déjà donné un petit bib. Voilà, Alice, ils ont rien pu lui donner, il faut attendre. Et donc là, je vois cette crevette. Voilà, je peux rien faire, je peux juste la toucher un petit peu, mais je vois même pas vraiment trop son visage. Enfin,
c'est pas simple. J'ai revu les photos l'autre jour et on voit que je sais pas où je suis. Ouais. Et puis ça doit être très compliqué de te dire, voilà, t'as un bébé, tu profites et tu rencontres Léon, alors qu'Alice, tu peux à peine la voir, quoi. C'est ça. Puis alors, du coup, on a un peu envie de sauter sur Alice pour la rassurer, lui parler. Mais Léon est là aussi. Et on commence déjà dans le truc de, il faut s'occuper des deux, faut pas en délaisser un. Et on prend de toute façon tout de suite la décision. Romain me dit, mais quoi qu'il en soit, je la suis. Je dis oui, y a pas de souci, tu la suis. On fait ça. Donc le SAMU, ils arrivent, ils viennent récupérer Alice. Romain leur dit bon je vous suis. Alors ils disent non parce qu'on va pas vous récupérer vous aussi sur la route. Donc vous allez vous reposer, dormir un petit peu et puis vous la rejoignez ce matin. Bon d'accord, effectivement c'est la meilleure décision à prendre. Il est fatigué, il faut pas qu'il prenne la route dans son état et émotionnel et physique, c'est pas possible. Donc voilà, je laisse partir ma fille et je pleure. Il y a que ça en fait, c'est terrible et enfin pour moi c'est horrible quoi. J'ai perdu ma maman et ma fille perd sa maman déjà alors que enfin elle a pas perdu mais voilà, on me l'arrache déjà quoi. Je le vis vraiment comme ça. Oui, et je projette un peu dessus forcément quoi parce que voilà, si je voulais une fille, il y a aussi ce côté-là où moi je ressemble beaucoup à ma maman. Ouais, le lien maternel voilà, en fait c'est ça et je rêvais d'avoir une fille parce que je voulais avoir une fille qui me ressemble. Et enfin c'est bête, c'est un peu égoïste, mais c'est la vérité, quoi. Et je les aime tous les deux très fort, hein. Mais voilà, là, je projette un truc vraiment. Et donc, je repars en chambre avec mon fils et Romain. Romain dort tout de suite. Il dort peut-être 3 heures. Il se lève. Bon, je vais voir notre fille. Et oui, va voir notre fille. Ouais. Et son rôle, son objectif, il s'est posé ce qu'il fallait. C'est ça. Il nous embrasse tous, c'est ça. Il nous embrasse tous les deux et il file. Et là, on a passé, donc c'est un peu plus de 24 heures à être tous les deux parents, mais pas de jumeaux. Ouais, chacun d'un de vos enfants. C'est ça, exactement. Et on s'est retrouvés donc tous les deux, voilà, chacun le sien, chacun de son côté. Donc on s'envoyait de selfies, voilà, je fais ça. Moi, ça me rassure. C'est dur c'est dur, mais ça me rassure de voir qu'il est avec elle. Donc je tiens le coup jusqu'au soir où en fait je viens de passer, j'ai accouché juste la veille, j'ai pas vraiment dormi de la journée, donc je m'effondre. La chance que j'ai, c'est que mon amie Gégé qui est là en fait, qui était de service, donc elle reste un peu avec moi le soir. Et elle me dit j'ai pas pu être là pour l'accouchement. J'ai dit c'est pas grave, tu es là maintenant et c'est maintenant que j'ai besoin de toi en fait, donc c'est parfait. Et voilà, et donc on me dit on nous tient au courant. On doit être réunis. Quand, comment, on ne sait pas. Si c'est Alice et Romain qui vont revenir ou si c'est Léon et moi qui devons les rejoindre. Et puis on apprend en fait que Alice, donc elle est née, elle faisait 2,03 kg, quelque chose comme ça. En fait, l'hôpital de Brignoles refuse de la prendre. Elle est trop petite. Donc c'est nous qui devons aller à Marseille. C'est vous qui devez vous déplacer. Mais voilà. Donc ok, d'accord, on doit aller à Marseille. Donc le lendemain, Romain me dit c'est bon, normalement tu viens. On nous transfère en unité Koala et tu viens. Je dis d'accord, mais moi de mon côté j'ai pas de réponse et on me dit rien. Donc je sais toujours pas si je viens ou pas. Et puis ça, on finit par avoir la réponse, ça y est, une ambulance va venir vous chercher, vous allez rejoindre votre fille et votre mari. Ah, génial, je suis trop contente. Et en fait, je me rends compte que dans notre, entre guillemets, malchance, en fait, tout s'est très bien passé. On a eu une chance incroyable d'être à Saint-Joseph et en fait en unité Koala, où en fait, c'est une petite chambre, les jumeaux avaient leur berceau double. Moi, j'avais mon lit médicalisé, Romain avait sa couchette et en fait, c'était notre petit studio. C'était très mignon parce que le SAMU, les 2 ambulanciers qui sont venus me chercher, donc c'était un homme et une femme, et la dame, en fait, c'était sa dernière mission. Ok. Et ouais, c'est des belles choses en fait, finalement. Ouais. Tout est très symbolique, c'est ça. Et en fait, elle était ravie de réunir une famille, quoi. C'est beau comme dernière mission. Donc Léon était dans l'ambulance sur le brancard, dans sa petite nacelle. Moi, je suis à côté assise après ma césarienne de un peu plus de 24 heures. Mais ça va, je tiens le choc. De toute façon, je m'en fous. J'ai qu'une envie, c'est de rejoindre. Ouais, que vous soyez réunis. Voilà.
et qu'on soit réunis. Et donc on finit par être réunis, ça y est, on se découvre tous un peu finalement, parce que nous, on a nos nouveaux rôles. On a eu 24 heures où en fait, moi je me suis occupée de Léon, Léon était tout le long avec moi, il n'y a pas eu de souci. Alice finalement, elle a été appareillée que 15 heures. Moi quand j'arrive, en fait, Alice, elle est juste sous capteur. Donc c'est génial, je peux la prendre à peu près comme je veux. Je fais du pot à pot avec elle. Romain et moi, du coup, on se donne nos trucs un petit peu. Parce que donc Romain a pu lui faire tous les soins, lui donner à manger, etc. Lui, on l'a accompagné, on l'a laissé faire. C'était génial. Quoi. Il a vraiment pu prendre son rôle de père. Donc quand on se réunit, on se donne nos petits trucs. Voilà, elle est plutôt comme ça. Moi, je lui ai donné un peu comme ça. Et moi, je dis ah bah oui, mais Léon. Et en fait, à ce moment-là, donc j'avais décidé moi de les allaiter. Et donc on commence notre petite vie. Donc moi, je les allaite. Et donc ce que je dois faire, c'est allaiter Léon, mettre ensuite Alice au sein avec son petit dispositif d'aide parce qu'elle n'est pas encore assez costaud. Non, c'est pas qu'elle n'est pas assez costaud, pas du tout. C'est qu'on doit être sûr de ce qu'elle mange. On doit mesurer en fait ce qu'elle mange. Donc pour être sûr et qu'elle ait les quantités suffisantes, on utilise ce petit dalle. Et du coup, moi, je dois derrière stimuler ma lactation en tirant mon lait après tout ça, quoi. Donc c'est un boulot monstre. Je voulais essayer et je crois qu'au bout de la deuxième nuit, en fait, Léon dormait pas en plus les premières nuits. En fait, les filles du service nous le récupéraient souvent le soir de 3 heures histoire qu'on puisse récupérer un peu. Alice, elle bronchait pas. Et il y a eu une nuit en fait où c'est la deuxième nuit où les deux pleuraient. C'était le bazar. Et moi, je pense que j'ai les hormones, je sais pas. J'étais plus là du tout. Mais alors, Romain et la puéricultrice s'occupaient des enfants, enfin l'infirmière puéricultrice. Et moi, j'étais sur mon lit assise, le regard dans le vide. Je crois que la seule chose que je me disais, c'est on va jamais y arriver. Et là, elle a vu ma tête. Elle a pris les enfants, enfin, elle a pris le berceau, elle a dit si vous voulez, je les emmène tous les deux et vous dormez un peu. Oui, clairement, oui. Au début, ça me culpabilisait, puis à la fin, non. En fait, elle les embarque, on dort 4 heures d'affilée. Waouh. Et en fait, je me réveille, je vais les chercher dans le service, je vais chercher mes bébés. Et là, en fait, l'infirmière me dit écoutez, je sais que c'est votre souhait d'allaiter, je le comprends tout à fait. Elle me dit mais je vous ai vu hier soir, à ce rythme-là, je suis pas sûre pour vous, pour votre santé mentale, que ça aille. Et elle me dit si vous vraiment vous y tenez, vous voulez vraiment que les allaiter, je comprends, on vous aidera. Mais si vous voulez qu'on cherche d'autres solutions, on peut le faire aussi. Et moi, je m'étais toujours dit, j'essaye. Si j'y arrive pas, c'est pas grave. Je dis, je vais essayer de tirer à l'été. Et en fait, effectivement, la chance que j'avais, c'est que j'avais énormément de lait. Donc, du coup, même si je tirais, il y avait de la réserve. Et puis, c'était parti, quoi. Et donc, on repart sur une nouvelle dynamique. Et donc, et c'est top, quoi. Donc, on passe une semaine à Saint-Jean. En unité koala, ça se passe super bien. On apprend notre rôle de parent. Pour moi, c'était une semaine de formation. Et puis on discute avec l'infirmière puéricultrice qui en fait était un peu notre référente. Et je lui ai parlé de la superfétation parce que du coup personne ne m'en a parlé à aucun moment. donc c'est toi qui relance le sujet. Je relance le sujet parce que on voit, elle est toute petite, elle a pas le même comportement que son frère. Et Léon, c'est un bébé, qui au début, il avait du mal à se poser, etc. Il pleurait quand même pas mal. Ça s'est vite passé, mais et Alice, elle bronchait pas, on l'entendait pas, elle chouinait un peu quand elle avait faim, et puis c'est tout, quoi. Et donc, je lui explique, on en vient à parler de leur taille, les différences. J'explique tout ce que je viens de t'expliquer, et elle me dit, mais oui. Elle me dit, mais c'est carrément possible. Elle me dit, franchement, là, je comprends mieux. Parce qu'en fait, elle a un comportement de bébé qui est plutôt prématuré. Elle me dit, elle n'a pas un comportement de petit bébé né à terme. Et je pense que de son expérience professionnelle, elle sait de quoi elle parle. Elle voit des bébés prématurés tout le temps. Et elle me dit, oui, c'est un petit bébé qui s'économise et qui a besoin de s'économiser parce qu'elle n'a pas fini de maturer tout à fait, quoi. Et elle me dit, je comprends beaucoup mieux son comportement. Et pour moi, oui, vous avez fait une superfétation. Et là, voilà, je le savais.
Je le savais, c'est ça. Parce qu'on nous disait partout, voilà, c'est pas vérifiable. C'est vérifiable que je lisais les articles, c'est vérifiable sur des PMA parce qu'on a les dossiers, etc. Ou c'est vérifiable sur des bébés qui n'ont pas le même ADN parce qu'ils n'ont pas le même géniteur. Bon, nous, c'était pas notre cas. Hein, et donc, voilà. Mais c'était un peu la confirmation que j'attendais. Et finalement, quand j'ai lu le compte-rendu de la césarienne à Brignoles, ils l'ont pris en compte, eux aussi, en fait. Ah, finalement, eux aussi, ouais, c'est marqué suspicion de superfétation. Bon, moi, je pense à 90% qu'on a fait. Je vois pas les choses autrement parce qu'elle a toujours été en pleine forme. Elle a jamais eu... Il y a que à l'accouchement où elle a eu ses petits soucis de départ. Mais après... voilà quoi. Ouais. Aujourd'hui, dans le développement justement de Léon et Alice, est-ce que tu observes de nouveau des différences comme celles que tu as pu voir dans la première semaine quand tu étais à la maternité? Est-ce qu'il y a une petite différence, notamment dans les étapes d'acquisition entre les deux? Au tout début, on a vu des différences dans le sens où je me souviens, pareil, j'aurais pas la date, mais je me souviens du jour où Léon a commencé à fixer les choses. Je crois, la journée, je laissais un doudou à côté du berceau et il le fixait. Et on fait ça y est, enfin on voyait vraiment qu'il s'était accroché et on voyait qu'Alice c'était pas encore ce cas-là, elle avait pas encore ce truc et c'est arrivé une semaine, 10 jours plus tard, quelque chose comme ça. Et au début c'était un peu comme ça. Pour l'alimentation, on a cru aussi quand on a commencé la diversification. Il y a eu 3-4 jours d'écart, je pense, où au début je me suis dit non, en fait on va peut-être commencer avec Léon mais pas avec Alice, parce qu'elle n'a pas l'air de s'intéresser tant que ça à la nourriture. Et puis finalement, quelques jours après, c'est venu. Maintenant, franchement, non. Aujourd'hui, c'est plus dans le sens où ils ont des acquisitions différentes. Ouais. Là, je vois Alice, elle a une motricité, je crois que c'est la motricité, enfin, pas encore tout à fait fine, mais elle attrape beaucoup mieux que Léon. Léon, il a plus de mal, mais Léon, il est en train de se retourner. Alors qu'Alice, non. Voilà, donc là, on voit le truc de chaque enfant évolue à son rythme. Alors peut-être qu'il y a eu d'autres choses que j'ai pas vues, mais on n'essaie de pas trop s'attarder, pas trop les comparer. En fait, ça me vient pas. Je vois qui fait quoi, mais je me dis pas, oh là là, elle est en retard ou quoi. Pas du tout, ça m'a jamais... Donc voilà, donc je vois pour le moment, pas de grande différence, si ce n'est la taille. Voilà. Après, la chance aussi que vous avez eue, c'est que malgré tout, t'es allée loin quand même dans cette grossesse. Oui. Donc même si pour elle, il y a peut-être eu un petit peu de prématurité, voilà, c'était quand même assez c'est pas énorme. En fait, elle serait née à 35 plus 5, quoi. Donc c'est pas non plus très tôt. Mais comme il prenait pas en compte cette histoire de grossesse, sur cette histoire la superfétation, il la prenait pas en compte, quoi. Et je me dis, s'ils veulent me programmer tôt, ça va être très tôt pour Alice, quoi. Donc est-ce que ils m'ont dit qu'ils voulaient lui laisser le temps de grandir un peu. Est-ce qu'ils ont pris en compte ça, ou est-ce qu'ils sont juste restés sur le retard de croissance? Je sais pas. Aujourd'hui, là, si tu pouvais, avec justement tes 6 mois de recul, résumer un peu cette aventure, que ce soit ta grossesse, que ce soit les premiers mois de tes enfants, qu'est-ce que tu choisirais comme mot ou comme phrase pour résumer ça? En fait, je pense que c'est un peu ce que je vis tous les jours à cause de mon expérience personnelle, c'est de profiter. Et avec les enfants, encore plus maintenant, de profiter de chaque jour et de chaque chose et d'attendre de voir ce qui va se passer. Voilà, c'est ça. C'est l'optimisme, en fait, de rester optimiste. Voilà. C'est notre petite histoire. Ouais. Merci Estelle. Avec plaisir. Merci à toi. Merci pour ce joli podcast que j'ai plaisir à écouter toutes les semaines. Merci beaucoup. Alors voilà, cet épisode touche à sa fin et j'espère qu'il vous aura plu. Venez me dire en commentaire si vous connaissiez déjà le phénomène de la superfétation ou si, comme moi, vous l'avez découvert grâce à l'histoire d'Estelle. De mon côté, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, n'oubliez pas, chaque double naissance est une aventure unique, mais vous ne la vivrez pas seule.